Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les clés pour développer votre solution d'AGC et de robotique mobile sécurisée. Je me présente, Adrien Mar, je suis le responsable produit et marché pour les systèmes de sécurité chez SIG France. Ce sera mon premier webinaire, donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir, donc le webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie qui sera une présentation d'une trentaine de minutes où on verra ensemble qu'est-ce qu'un AGC, souvent le challenge sécurité et productivité, et puis on verra ensemble les différentes clés pour que vous ayez une solution à la fois sécurisée et qui soit productive. Ensuite, nous passerons à une phase de questions-réponses où vous aurez l'occasion par le chat de poser vos questions. Merci de bien les envoyer à tout le monde. Et comme ça, nous serons tous sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, quand on parle d'AGC, on parle de véhicules qui sont dans le milieu industriel. Dans les véhicules dans le milieu industriel, on va retrouver différents types de véhicules. Le premier des véhicules sera les chariots de manutention. Donc, ce sont des chariots du type que vous avez sur la photo, où un opérateur viendra conduire le véhicule. On viendra distinguer les véhicules à guidage automatique, que vous entendrez souvent sous la désignation d'AGV. Donc, ce sont des véhicules qui sont autonomes dans leur déplacement. Entre les deux, nous avons les chariots hybrides. Donc, ce sont généralement des véhicules qui étaient initialement manuels et qui garderont cette fonctionnalité soit automatique, soit... Et enfin, nous arrivons sur le sujet du jour, sur les chariots à guidage automatique, qu'on appelle AGC, qui sont des véhicules de type AGV, mais de plus petit format, tel que vous pouvez le retrouver sur l'image suivante. On retrouve ici des véhicules de petite taille qui se déplaceront dans les ateliers avec des personnes environnantes. Pour se guider, par exemple ici, nous avons un cas où les véhicules se déplacent à l'aide de bandes peintes sur le sol. Il existe plein d'autres méthodes de localisation et de navigation. Ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, ce qui va nous concerner, ce sont justement la cohabitation de ces véhicules autonomes avec des personnes environnantes. Si on prend le véhicule qui est en arrière-plan et qu'on considère qu'il se déplace vers le fond, on voit qu'une personne traverse devant et l'intérêt sera d'éviter le choc, la collision, avec cette personne-là pour maintenir sa sécurité. On verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet évitement de la collision soit cohérent avec la productivité élevée qu'on souhaite de plus en plus dans nos ateliers. L'AGV est une machine en tant que telle. Donc, par conséquent, on va se référer à la directive machine 2006-42-CE qui développe un certain nombre d'exigences essentielles de sécurité et de santé. Le premier objectif que nous indique la directive machine est d'identifier les dangers et les risques associés aux véhicules autonomes, dans notre cas. La première des choses donc, sera d'identifier quels sont les phénomènes dangereux. Par phénomène dangereux, on entend les sources potentielles de dommages pour les personnes environnantes. Le premier qui nous vient évidemment en tête est l'écrasement. L'écrasement étant le fait que le véhicule ait un choc avec une personne et que celle-ci se retrouve bloquée par un élément à l'arrière qui lui est fixe. On retrouvera les dangers de défaillance du système de commande. Donc c'est une chose qu'il faudra prendre en compte, c'est d'avoir un système de commande qui est fiable et qui est capable de détecter ses défauts. On retrouvera par exemple les contrôleurs de sécurité qui nous permettent de faire cela. On retrouvera le danger électrique qui, lui, peut être lié au système de batterie. On pourra les contrer avec des systèmes d'isolation ou de capot autour de l'installation électrique ou d'utiliser une basse tension. On retrouvera la perte de stabilité. Donc, lorsqu'un véhicule se déplace, il peut se renverser. Par exemple, si vous allez trop vite dans un virage, le véhicule pourrait se renverser. Donc, l'objectif sera de maintenir cette stabilité de manière sûre. Vous avez les chutes d'objets. Donc, le véhicule a pour vocation de déplacer des objets. Donc, il faut
Bien évidemment, éviter que ceux-ci tombent, donc ça passera par des vitesses limitées par exemple, ou des systèmes de fixation de la charge sur le véhicule. Et ensuite, vous retrouverez par exemple les risques associés à la capacité de freinage insuffisante, qu'il faudra également prendre en compte de manière importante, puisque c'est un élément essentiel pour maintenir la sécurité des personnes environnantes. Une fois que nous avons identifié ces phénomènes dangereux, on viendra en estimer les risques. Alors, qu'est-ce qu'un risque? Un risque fait intervenir différents paramètres, la gravité du dommage, donc on va retrouver des dommages légers, type coupure, ou avec des soins modérés, on retrouve toutes nos capacités, à des blessures plus graves qui peuvent être la cassure d'une jambe qui entraîne une perte de capacité temporelle ou sinon définitive, voire aller jusqu'au décès. Associé à ce paramètre-là, on viendra estimer quelle est la probabilité d'occurrence du dommage. Donc, comment est-ce qu'on estime la probabilité d'occurrence du dommage? Ça va être lié à l'exposition de la personne à la zone dangereuse. Donc, sur un poste de travail, pendant combien de temps la personne va être exposée au danger, et on viendra y associer l'occurrence de l'événement dangereux. C'est-à-dire que je peux être exposé pendant une durée importante dans la journée à un danger, mais ce danger-là, finalement, n'est lié qu'à une phase de fonctionnement bien précise, et donc on viendra estimer cette fréquence-là. Et enfin, on viendra estimer quelle est la possibilité d'évitement ou de limiter le dommage. Plus je vais avoir un dommage qui est facilement évitable, plus en fait on va essayer de le limiter. Une fois qu'on a estimé donc ce risque, on va estimer un niveau de risque associé et on va regarder est-ce qu'il est acceptable. Donc c'est une évaluation personnelle qui va dire si c'est acceptable, je n'ai pas besoin de réduire ce risque-là. Par contre, si j'estime que ce risque est trop important, il faudra que je fasse ce qu'on appelle une procédure de réduction des risques. C'est ce qu'on va voir ensemble juste après. On va prendre un exemple pour illustrer cette démarche, qui est le fait de détecter une personne afin de limiter le risque d'écrasement de la personne. Si on prend, pour cette problématique-là, on va se référer à la norme ES 1525, qui traite des chariots sans conducteur et leur système, qui nous dit que si un véhicule se déplace à une vitesse supérieure à 0,3 mètres par seconde, il est obligatoire de mettre en place un moyen de détection des personnes, que ce moyen doit être mis en œuvre dans toutes les directions de déplacement et sur toute la largeur du véhicule. Lorsqu'on parle d'éléments de sécurité, il est important de parler de fiabilité, c'est-à-dire que le système ne doit pas tomber forcément en défaut, ou s'il tombe en défaut, il faut qu'on soit capable d'identifier ces défauts-là. Donc on va estimer sur ce niveau de performance par rapport à ce qu'on appelle le PL ou le SIL, et dans notre cas, on parle ici de PLD et de SIL2, donc qui commencent à être les niveaux élevés en termes de fiabilité. Qu'est-ce qu'on va chercher à détecter? Donc, la norme EN 1525 nous indique qu'il y a deux types d'objets à détecter. Le premier étant un cylindre de longueur 600 mm et de hauteur 200 mm qui se retrouverait en face du véhicule. On peut estimer que c'est une personne qui est allongée en face du véhicule. Et ce qui est important, c'est que lorsque on va faire l'arrêt du véhicule, on ne doit pas exercer sur cet objet-là une force supérieure à 750 newtons. L'autre élément nécessaire de détecter est un cylindre, ce coup-ci placé verticalement, qui fait 400 mm de haut et 70 mm de large. Ici, la force maximum autorisée à être exercée sur l'élément d'essai est 250 newtons. À quoi correspond ce deuxième élément? Il correspond en fait à une jambe d'une personne et on considère que au-delà de 300 mm de haut, on est sur un mollet. Et vous retrouverez des normes qui vous donneront les dimensions à prendre en compte, et notamment ici un mollet avec un diamètre de 70 mm de haut.
Afin de détecter une personne, on va utiliser ici, on va faire le choix d'utiliser un scrutateur de sécurité. Un scrutateur de sécurité vous permet de détecter un plan sur 275 degrés. Le principe de fonctionnement est assez simple. On envoie un laser qui va se réfléchir sur un objet et qui va renvoyer une quantité d'informations. On vient estimer le temps de parcours de ce laser pour pouvoir savoir à quelle distance se trouve l'objet. Lorsqu'on va essayer de détecter des personnes, on va avoir ce qu'on appelle les définitions de zone. Donc on va dire que si un objet se trouve dans une certaine distance, on va venir déclencher des éléments de commande au niveau de notre système. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir définir la distance à laquelle on veut détecter une personne. Pour cela, on retrouve une formule assez générale qui fera intervenir différents paramètres. La distance d'arrêt, donc qui, elle, sera proportionnelle au temps d'arrêt que vous allez avoir pour votre système. On prendra également une distance de sécurité supplémentaire. Ici, comme on utilise un scrutateur laser de sécurité, généralement, on utilise 100 mm. Vous retrouverez ces informations-là dans la notice d'instruction. Vous allez prendre en compte la distance qui est égale aux erreurs de mesure dues aux éléments réfléchissants. Donc pareil, ici c'est dans le cas d'un scrutateur laser et vous retrouvez ces informations-là dans la notice d'instruction. Et enfin, une quantité qui serait liée à la baisse de performance de freinage. Une fois qu'on a détecté les personnes, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? On va essayer de limiter les arrêts. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir limiter les arrêts? En réduisant la vitesse. Si je réduis ma vitesse, je vais diminuer ma distance d'arrêt. Si je diminue ma distance d'arrêt, comme on vient de voir, je vais limiter la taille de ma zone de détection. C'est bien cette vérification-là qui est importante, c'est toujours, je limite ma vitesse, je viens vérifier de manière sûre que cette vitesse a été limitée, qu'elle ne dépasse pas un certain seuil, et alors je pourrais du coup choisir de diminuer ma zone de détection. On va prendre un exemple, je vais avoir une vitesse maximum avec un champ le plus grand possible, puisque plus je vais vite, plus j'ai besoin de voir loin. Et au fur et à mesure que je vais diminuer ma vitesse, je vais être capable, une fois que je me suis assuré qu'elle a été diminuée, que je vais pouvoir réduire mon champ de scrutation. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un champ que j'estime suffisamment proche pour considérer que je serai toujours à l'arrêt dessus. Comment est-ce qu'on va surveiller la vitesse du véhicule, puisque ça va être un élément important dans notre réduction des risques? On va mettre en place une deuxième fonction de sécurité qui est la surveillance de la vitesse du véhicule. La norme 1525, sur laquelle on va se référer à nouveau, nous indique qu'il est nécessaire de mettre en place un système d'une fiabilité minimum de performance level D, SIL 2, si vous avez un danger de perte de stabilité sur votre véhicule. Pour mettre en place cette fonction de sécurité, on va utiliser par exemple un codeur de sécurité ou deux codeurs non sécuritaires. Ce qui est important, c'est lorsque vous allez choisir votre solution, elle doit avoir un niveau de fiabilité suffisant. Donc, vous avez différents systèmes qui peuvent exister sur le marché et qui vous permettront d'atteindre ce niveau de sécurité. Associé à ça, on va avoir le système de vérification, de surveillance, qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on dépasse une certaine vitesse. L'objectif étant d'arrêter le véhicule en cas de survitesse. On va utiliser pour ça deux fonctions qui sont disponibles sur le marché, qui s'appelle la fonction de Safe Limited Speed, qui va nous permettre de vérifier qu'on ne dépasse pas une vitesse définie, et également une fonction de Safely Monitored Deceleration, donc c'est ce que vous avez sur la deuxième image, c'est qu'on vient vérifier la rampe de décélération. On vient s'assurer que le véhicule décélère bien suivant une courbe qu'on a définie. La deuxième chose importante, c'est que avec cette surveillance de vitesse, on va pouvoir empêcher le redémarrage intempestif. C'est-à-dire que si à un moment donné, mon système de commande de mon véhicule venait à déclencher un ordre contraire, je pourrais
déclencher une coupure de l'alimentation. Et pour cela, je vais utiliser une fonction qu'on appelle la fonction de safe operating, qui, elle, va me permettre de garantir que mon véhicule ne se déplace pas en ayant, bien sûr, les informations associées à ça. Le deuxième élément qu'on va venir mettre en œuvre, c'est la surveillance de la direction, puisqu'il est important, lorsque je vais tourner, de mon champ de détection dans la direction de la GV, ce sera plus adapté. Cette surveillance de la direction, de déplacement, il existe une fonction de safe motion qui permet de le faire et qui va nous garantir que au moment où j'ai déclenché mon ordre, je vais vérifier que mon véhicule va bien dans cette direction. Ensuite, on va venir adapter la vitesse. Donc là, ça va être toujours dans notre objectif de maintenir notre productivité. Je suis capable de surveiller ma vitesse. Maintenant, je vais l'adapter en fonction des cas de figure dans lesquels je me trouve. Pour cela, on va retrouver, par exemple, ici, un circuit cubique, donc sur lequel mon véhicule, lorsqu'il est en ligne droite, sans obstacle, etc., pourra fonctionner avec sa vitesse maximum. Comme je suis à une vitesse maximum, j'aurai à ce moment-là mon champ de protection qui est le maximum. Si, par exemple, dans cette ligne droite, il y avait un obstacle, qui n'est pas un obstacle sur le chemin, mais un obstacle à côté, ici, un mur, par exemple, je serai obligé d'adapter ma vitesse. L'objectif étant ici d'éviter qu'une personne puisse se retrouver bloquée entre mon véhicule et mon mur et qui pourrait, du coup, être soumis à un événement dangereux. Donc, dans ce cas de figure-là, je vais estimer qu'il est nécessaire qu'on soit à une vitesse inférieure. J'aurai un champ de détection qui, lui, sera inférieur. Si je suis dans un virage, on prend l'exemple d'une voiture. Quand vous êtes en voiture, vous n'allez pas prendre un virage à pleine vitesse, mais vous allez le prendre à vitesse limitée pour éviter deux choses, la perte de stabilité, la perte de la charge, et puis tout simplement pouvoir garder votre direction. Donc c'est pour ça que lors des virages, on va utiliser donc à la fois l'information qui nous dit dans quelle direction va le véhicule pour pouvoir orienter notre champ de détection, mais également on va vérifier pendant cette phase-là que notre vitesse ne dépasse pas une vitesse maximum. Une fois qu'on a géré ces différents cas où on va adapter notre vitesse, il peut y arriver quand même dans le cas extrême où l'obstacle qu'on a en face de nous ne disparaisse pas et par conséquent, on doit arrêter le véhicule. Lorsqu'on regarde la norme EN 1525, elle nous dit que sur un système de freinage, sur un véhicule de ce type-là, il doit être tout d'abord mécanique. C'est-à-dire qu'il aura une activation hors tension. Donc là, on est dans de ce qu'on retrouve classiquement dans la sécurité, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'alimentation sur mon système de commande, dans ces cas-là, je vais maintenir la sécurité. Ici, c'est maintenir les freins appliqués sur le véhicule. Ce qui est important, c'est que pendant la phase de freinage, on a un maintien de la stabilité et de la charge, c'est-à-dire que on ne va pas décélérer de manière très forte puisqu'on viendrait engendrer un risque en faisant tomber la charge ou le véhicule. Lorsqu'on a les informations de vitesse ou de direction qui venaient à ne plus arriver sur mon système, il faut obligatoirement que mon système de freinage se déclenche. Enfin, ce qui est important, c'est que la distance d'arrêt du véhicule soit inférieure à la taille de mon champ de détection. C'est-à-dire que si j'ai défini un champ de détection qui détecte à 4 mètres, l'objectif étant bien évidemment d'arrêter le véhicule avant ces 4 mètres-là. Sur le système de commande relative à la sécurité, il est nécessaire d'avoir un niveau de fiabilité qui sera ici minimum de niveau PLD et de SIL 2. Comment est-ce qu'on va déterminer notre distance d'arrêt? Elle va dépendre de notre distance de freinage, mais aussi de la distance liée au temps de réponse de la commande et de la distance liée au temps de réponse du dispositif de détection. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction total et qui nous permettra, en fonction de la vitesse de notre véhicule, de déterminer quelle est notre vitesse d'arrêt. Cette vitesse d'arrêt, pour rappel, rentrera en jeu dans
dans le calcul de la distance de détection à laquelle on veut se mettre. Lorsqu'on s'est arrêté, vous allez me dire, c'est un véhicule autonome, donc mon objectif, ce sera de redémarrer automatiquement et rapidement. Pour cela, la norme EN 1525 nous définit que sur un chariot sans conducteur et leur système, il est possible de faire un redémarrage automatique suivant certaines conditions. La première étant que le dispositif de détection soit monté dans le sens de redémarrage. Si vous avez une stratégie qui fait que lorsque le véhicule s'est arrêté, vous allez repartir dans le sens inverse, il sera nécessaire, dans ces cas-là, de repartir, d'avoir une détection dans le sens opposé de la première détection. Il sera possible de faire le redémarrage automatique 2 secondes après avoir déclenché un avertissement sonore et que la zone est à nouveau libre. On a ainsi vu que la réduction des risques est un processus qui se déroule en 3 étapes. Donc on repart de notre risque initial, qui est le risque d'écrasement d'un piéton. On avait un risque qui était alors élevé. On peut mettre en place ce qu'on appelle des mesures intrinsèques. C'est dans la conception de mon véhicule, on va faire en sorte que celui-ci ne représente pas de risque. Lors de la présentation, je vous ai dit que si le véhicule a une vitesse supérieure à 0,3 mètres par seconde, on devait mettre en place un système de détection. Si je m'assure que mon véhicule ne peut pas aller physiquement à une vitesse supérieure à 0,3 mètres par seconde et que j'ai conçu l'ensemble de mon véhicule, je ne serai pas dans l'obligation de mettre en place un système de détection. Ici, nous n'avons pas mis de mesures intrinsèques, donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des mesures de prévention complémentaires. Ça a été la détection de la personne, le système de freinage, un système de commande de la vitesse et des signaux d'avertissement. Enfin, je vais estimer qu'il y a encore des risques, c'est ce qu'on appelle des risques résiduels, et dans ce cas-là, je n'aurai pas forcément la possibilité de mettre de mesures de prévention, on va utiliser les méthodes d'information pour l'utilisation. On va retrouver dans ce cadre-là les formations des personnels, éventuellement le balisage des zones où passent les véhicules, et enfin des EPI ou diverses méthodes associées. C'est ce qu'on retrouvera dans la notice d'instruction ou la notice d'utilisation. Donc notre objectif a été de partir d'un risque élevé. Au fur et à mesure, nous avons réduit ce risque-là. Et lorsque j'ai estimé que ce risque est acceptable et suffisamment faible, dans ces cas-là, je peux arrêter ma procédure de réduction des risques. Ce qui est important, du coup, c'est d'intégrer la sécurité dans tout votre processus de conception de vos véhicules. On va retrouver dans la norme EN 12100 ce qu'on appelle la définition de l'appréciation des risques et des réductions des risques. On retrouve les différentes étapes qu'on a suivies. Alors la première étape étant la détermination des limites du véhicule, à quelle vitesse maxi il va aller, quels sont les modes de marche, le cycle de vie du véhicule avec la maintenance, le nettoyage, les phases de fonctionnement, etc. Il faudra estimer les risques associés, les dangers dans un premier temps, associés à toutes les phases de fonctionnement du véhicule. Ensuite, il sera nécessaire d'estimer les risques et chacun de ces risques-là sera estimé. Est-ce qu'il est acceptable? S'il n'est pas acceptable, on mettra en place un moyen de protection. Et s'il devient acceptable, on pourra arrêter là notre. Nous pouvons vous accompagner sur ces différentes phases-là, que ce soit à travers des formations, des séminaires, des conférences comme aujourd'hui. Nous avons parmi nous une équipe qui est capable de faire du conseil, mais aussi du développement de solutions, depuis l'analyse des risques, en passant par le choix de matériel, jusqu'à la mise en œuvre des éléments. Et enfin, il y aura la possibilité pour nous de vous accompagner sur ce qu'on appelle les inspections réglementaires, c'est qu'on vient vérifier que votre système est conforme aux normes en vigueur actuelles et qu'ils sont bien installés, bien mis en œuvre, etc. Nous aurons aussi la possibilité de vous accompagner à travers du matériel. Donc, nous avons dans notre gamme les scrutateurs laser de sécurité dont on a parlé tout à l'heure pour la détection des personnes. On retrouvera des systèmes de commande sûrs, aussi bien des relais que des contrôleurs de sécurité et également des codeurs de sécurité.
Vous pourrez retrouver du coup ce webinaire sur notre chaîne YouTube et si vous souhaitez des informations complémentaires sur les notions d'appréciation des risques ou sur les autres services qu'on propose, vous pouvez nous appeler.